Alors, Tahar, tu commences? C'est bon, ok. Mais merci à vous tous d'avoir répondu à l'invitation de Forcem pour cette conférence qui sera donnée par l'historien et chercheur Hamid Bouzarslan. Je remercie également Hamid d'avoir répondu à cette invitation. Nous l'accueillons aujourd'hui en distanciel, pandémie oblige, dans le cycle des conférences de Forcem qu'organise annuellement. Hamid Bouzarslan est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Nous le remercions vivement d'avoir répondu à cette invitation, malgré son agenda qui est chargé. Le thème qu'il traitera aujourd'hui portera sur la question kurde. Il est l'un des meilleurs spécialistes de la question en France. En principe, l'historien Daniel Rivet devait être parmi nous pour animer ce débat et présenter l'intervenant, mais il est pris par d'autres engagements. Il a tout de même tenu à s'excuser et à rédiger une courte présentation de l'intervenant que je vous livre. Alors, il nous l'a envoyé, donc elle n'est pas très longue, c'est une courte présentation de Hamid Bouzarslan. Alors, pour la troisième fois depuis la création du Forcem, au lendemain de la Thawra de 2011, Hamid Bouzarslan ouvre une lucarne sur son agenda criblé de cours, de rendez-vous et de colloques ou conférences pour venir parler des Kurdes, sujet qu'il connaît sur le bout des doigts et sur lequel il nous a livré deux impeccables mises au point. La première, c'est un livre donc, qui s'intitule La question kurde, État et minorité au Moyen-Orient, aux presses de Sciences Po, publié en 1997. Et le second est Conflit kurde, le brasier oublié du Moyen-Orient, aux éditions Autrement, publié en 2009. Mais ce serait une erreur, écrit Daniel Rivet, que de faire de Hamid Bouzarslan un spécialiste de la question kurde, sous prétexte qu'il est originaire de Diyarbakir, au sud-est de la Turquie. Au-delà des Kurdes, le champ de curiosité de Hamid Bouzarslan s'est étendu à toutes les minorités qui ont composé la mosaïque de l'Empire ottoman. Arméniens, juifs, grecs d'Anatolie et alévis, entre autres. Rien n'atteste mieux que son histoire de la Turquie, de l'Empire à nos jours, chez Talandier en 2013, et qui nous révèle les derniers courants historiographiques qui, en Turquie, lucidement, courageusement, réécrivent une histoire débarrassée des mythes qui encombrent tout au long du XXe siècle le nationalisme unioniste puis kémaliste. De la notion d'empire et des nations, Hamid a glissé à une féconde histoire de la violence au Moyen-Orient, de la fin de l'Empire à Al-Qaïda, qui est une réflexion sur la généalogie de la tourmente qui emporte la région depuis un long demi-siècle. En effet, la recherche sur l'empilement des strates d'autoritarisme et des totalitarismes qui se succèdent, l'Irak de Saddam Hussein et sans doute la Syrie des deux Assad, le père et le fils, l'a conduit à élargir sa réflexion sur le chaos au Moyen-Orient et à l'étendre à une recherche audacieuse sur la crise et la violence des décivilisations. Et c'est sur les angles morts de la civilisation en 2019. Ce livre phare d'une initiative intellectuelle s'abreuve à des essayistes qui n'ont pas seulement le Moyen-Orient pour horizon de sens et qui s'interrogent sur le dérèglement du monde contemporain, dont la région ci-dessus nommée est l'épicentre, tout en étant que le nœud de toutes les contradictions du système du monde actuel, si chancelant et tellement inacceptable. De l'approche sociopolitique d'une situation historique et en un temps donné,
que souligne le titre de sa conférence aujourd'hui, la question kurde entre inquiétude et espoir, Rojava au tournant des années 2000, à une méta-analyse du monde contemporain, rien n'est étranger à la curiosité de Hamid, promu par ses recherches portant sur un spectre qui va au rang d'observateur du monde entier, et c'est pour cela qu'il est passionnant de le lire, de l'écouter et d'échanger avec lui. Écrit donc Daniel Rivet, c'est une très courte présentation de Hamid. Je l'invite donc à prendre la parole et puis on engagera un débat avec le public présent. Merci. Un grand merci, cher ami, de cette présentation. Et un grand merci aussi à ami Daniel, avec qui on a une très, très longue histoire de coopération, à la fois scientifique, mais aussi administrative, qui remonte aux années 2000. Et donc, voilà, effectivement, j'aurais bien souhaité être avec vous en réel, en présentiel. J'espère que l'occasion se présentera prochainement, mais la situation dans laquelle on est aussi montre combien notre civilisation est fragile, comme dirait Habermas. Et donc, merci de cette invitation. Effectivement, aujourd'hui, je souhaite m'entretenir avec vous sur la question kurde en Syrie. M'entretenir avec vous, mais m'entretenir aussi avec vous en précisant que c'est un sujet qui est devenu pratiquement impossible à traiter aujourd'hui. Je pense qu'il y a encore 15 ou 20 ans, on pouvait plus facilement cerner la question kurde en Syrie en tant qu'une question syrienne, tout en gardant sa dimension transfrontalière, alors qu'aujourd'hui, la question est devenue d'une très grande complexité avec la participation de la Russie et de la Turquie, qui utilisent à un maximum leur puissance de nuisance sur le terrain, l'Iran qui a soutenu le régime de Bachar al-Assad depuis 2011, la présence américaine qui garantit une certaine stabilité à la question kurde sans les protéger, aux Kurdes, aux forces kurdes sans les protéger. Donc une très grande complexité. Mais si le sujet est devenu vraiment très difficile à traiter aussi, c'est que c'est un sujet précaire, incertain, indéterminé. On peut faire sa généalogie sans pour autant pouvoir se projeter dans l'avenir. Alors, la question est complexe. La question est complexe aussi bien dans le temps que dans l'espace. Bien sûr, on peut parler effectivement de l'époque impériale, des empires islamiques médiévaux. On date de la présence des Kurdes en Syrie de manière confirmée dès le XIIe siècle. Après, dans l'Empire ottoman, sous l'Empire ottoman, effectivement, dans le territoire qui s'appelle aujourd'hui la Syrie, mais qui s'appelait Blad al-Sham par le passé, il y a une présence kurde. Cette présence kurde, c'est une présence d'ailleurs continue avec le reste du Kurdistan. Et donc, tant qu'il y avait l'Empire dans ses injustices, dans ses mécanismes de subordination, dans ses mécanismes de répression également, la question au moins ne se posait pas en termes de question de frontières. Or, à partir de 1917-18, on voit que le nouveau partage du Kurdistan, le premier partage du Kurdistan étant du XVIe siècle entre la Perse et l'Empire ottoman, le nouveau partage du Kurdistan crée une dynamique extrêmement complexe et on s'inscrit dans une période de plus de 100 ans où la question kurde reste à la fois une question unique, liant toutes les parties du Kurdistan, les 4 parties du Kurdistan, dans un seul ensemble, dans une seule dynamique transfrontalière, et de l'autre côté, totalement fragmenté, se déclinant constamment en fonction de ces 4 États qui ne sont jamais pu devenir des États-nations, l'Iran, la Turquie, la Syrie et l'Irak. La question est aussi complexe dans l'espace, car Marcel Clerget avait déjà présenté une carte de la frontière entre la Turquie et la Syrie dans les années 1920 et 30, et il est impressionnant de voir combien le groupe kurde a été saccadé, divisé, et quand je parle de groupe kurde, je ne parle pas uniquement en tant qu'un groupe ethnique, linguistique, et là, la continuité linguistique avec la Turquie est très très claire, mais aussi en tant que tribu, aussi en tant que famille, des milliers de familles qui se sont trouvées de jour au lendemain, séparées par une frontière qui a été totalement militarisée. Et donc, du coup, on est à la fois dans une continuité avec la Turquie,
est en même temps dans une séparation avec la Turquie. Il y a 3 régions kurdes en Syrie, majoritairement kurdes, la région du Kobanê, la région d'Afrin, qui aujourd'hui est occupée et transformée en un djihadistan, et la région de l'Est, qui est continue aussi bien avec la Turquie qu'avec l'Irak. Donc 3 régions, mais 3 régions kurdes qui ne communiquent pas entre elles, qui communiquent avec le Kurdistan de Turquie, mais qui ne communiquent pas entre elles. Et l'imposition de la frontière a ainsi totalement séparé ces 3 régions kurdes qui aujourd'hui ne peuvent plus communiquer parce qu'il y a l'intervention turque. Et que dire effectivement, que signifie cette à la fois unité et cette continuité et cette séparation? Cela signifie aussi que la question kurde en Syrie est à la fois une question syrienne et en même temps une question qui concerne le Kurdistan dans sa totalité. Il y a une sorte d'inséparabilité et d'irréductibilité. La question kurde en Syrie est irréductible à la question kurde dans la région d'une manière générale et en même temps est totalement inséparable d'elle. Là, on a vraiment besoin d'une gymnastique intellectuelle, d'une dialectique, d'une approche dialectique pour comprendre cette double dimension d'irréductibilité et d'inséparabilité. Alors, j'ai parlé de la complexité dans le temps. Je souhaiterais revenir un peu à cette question du temps, sans remonter cette fois-ci à l'époque impériale, mais à l'époque post-impériale, donc la division de l'Empire ottoman, la dissolution de l'Empire ottoman et la création des États qu'on appelle les États mandataires, la Syrie, l'Irak, la Jordanie, l'espace palestinien à l'époque et le Liban. Et durant cette période-là, on sait que le temps a joué, depuis ce temps-là, cette période-là, on sait que le temps a joué un peu contre les Kurdes. En 1925, il y a une révolte kurde en Turquie et je vous ai déjà parlé de cette continuité entre le Kurdistan de Turquie et le Kurdistan de Syrie. Cette révolte est écrasée en partie parce que les Français autorisent les troupes turques de traverser la frontière, d'utiliser le chemin de fer et d'encercler les forces kurdes. Après, le mandat français assure une certaine protection aux Kurdes. Il y a même une politique pro-kurde, à condition que les Kurdes n'agissent pas trop bruyamment contre la Turquie. Une politique pro-kurde, d'autant plus qu'effectivement, il faudrait renforcer aussi démographiquement la Syrie. Et la Syrie, d'après la Première Guerre mondiale a décimé également la Syrie. Donc, une politique, effectivement, de protection, mais une politique de protection qui ne permet pas aux Kurdes de s'imposer dans l'espace syrien comme une entité ethnique ou linguistique reconnue avec des droits culturels et a fortiori avec des droits administratifs. La division du Moyen-Orient entre l'Irak et la Syrie, notamment, je ne vais pas parler des autres pays, crée énormément de problèmes. Et en même temps, on sait que ces entités qui ont été créées en grande partie artificiellement, pas exclusivement, pas seulement artificiellement, mais en grande partie artificiellement, commencent à avoir un sens dans les années 30 et 40. Et on sait que les Kurdes, de gré ou de force, sont aussi obligés de s'intégrer dans ces entités. Il y a une intelligence kurde qui se forme en Syrie, il y a des militaires kurdes, il y a des politiciens kurdes, et on voit effectivement que par ce biais-là, il y a une intégration, mais une intégration qui peut permettre à certains Kurdes d'occuper une place sur la scène syrienne, sans disposer, une fois de plus, d'une reconnaissance. Et ce paradoxe se traduit aussi, y compris par exemple, par le fait que quelqu'un comme Hosni Zaïm, qui va faire un coup d'État, qui est un Kurde, qui va être renversé, qui va faire un coup d'État, tout le monde sait qu'il est kurde, mais en même temps, sa kurdicité n'est pas reconnue. Et cette intégration et cette exclusion va arriver à un nouveau point en 1963. Et en 1963, les nationalistes arabes, qui contrôlent très largement le pouvoir déjà, vont décider de créer une ceinture arabe pour pouvoir dékurdifier la frontière entre la Turquie et la Syrie. Et la politique est double. En premier lieu, d'installer des tribus arabes bédouines du sud dans cette région qui est très fertile. Et en deuxième lieu, de
dessaisir les Kurdes de leur nationalité. Ainsi, plus de 120 000 Kurdes vont perdre leur nationalité syrienne et qui vont devenir des apatrides d'une condition quelque peu étrange, parce qu'ils seront sur leur terre, ils auront l'obligation d'aller faire le service militaire et en même temps, sans avoir pour autant la nationalité syrienne. Et cette situation va créer quelque chose de très paradoxal, d'existence sans reconnaissance. Et cette existence sans reconnaissance va aller beaucoup plus loin dans les années 1960, à partir des années 1970. À partir de 1970, on a en Syrie un régime baathiste très dur. Le père Bachar al-Assad, Hafez al-Assad, prend le pouvoir en 1970 et décide de redéfinir ce qu'on appelait le socialisme arabe à partir de cette date-là. Et le système qu'il met en place est un système à la fois nationaliste arabe, exclusif, donc ne reconnaître aucune identité autre que l'identité arabe. La répression contre le kurde en tant que langue écrite va s'accentuer. Et de l'autre côté, le pouvoir de Hafez al-Assad est issu de la communauté alaouite. Évitons toute confusion, ce ne sont pas les alaouites qui sont au pouvoir. Le pouvoir ne se base pas uniquement non plus sur une élite alaouite, mais il n'en reste pas moins que l'élite dirigeante, le noyau dur en quelque sorte, viennent de la communauté alaouite. Et cette communauté est tout à fait contestée par la grande majorité sunnite qui est tentée, surtout après la perte d'attirance des idées de gauche par l'islamisme. Et voilà, effectivement, on va assister à une révolte dans la ville de Hama en 1982 qui sera organisée par une branche dissidente des frères musulmans, qui va être écrasée d'ailleurs dans le sang. La moitié de Hama va être détruite et des dizaines de milliers de personnes, sans doute quelques 20 000 personnes qui seront tuées. Et donc, du coup, il faudrait créer une alliance de fait contre cette communauté majoritaire qui est sunnite. Et comment on va créer une alliance de fait? On va créer une alliance de fait en intégrant les Kurdes de manière discrète et les chrétiens aussi de manière discrète. Et donc, du coup, il y aura une sorte de tolérance minoritaire, tolérance à l'égard des minoritaires, sans que cela amène leur reconnaissance, sans que cela n'interdise d'ailleurs aussi la répression. Et à preuve, par exemple, à ces répressions-là, lorsque les Kurdes vont manifester en 1992 à Damas pour célébrer Nowroz, le nouvel an kurde, donc effectivement, ces célébrations seront écrasées avec beaucoup de brutalité. Mais l'alliance de fait s'expliquera aussi par un autre facteur, c'est qu'il y a un conflit entre l'Irak et la Syrie, mais surtout, il y a un conflit entre la Turquie et la Syrie. La Syrie n'a jamais accepté que le Sancak d'Alexandrette, le district d'Alexandrette soit arraché, lui soit arraché sous le mandat français. La Turquie n'a jamais, la Syrie n'a jamais accepté que la Turquie utilise l'eau comme une source de chantage. Et pour répondre à la Turquie, la Syrie, le régime de Hafez al-Assad, donc le père, va apporter son soutien au PKK, l'organisation kurde qui va mener une guérilla à partir de 1984. Et donc, par exemple, beaucoup de Kurdes vont participer à la guérilla de PKK et en contrepartie, ils seront exonérés de services militaires en Syrie même. Le PKK va pouvoir ainsi s'implanter très durablement au sein de la communauté kurde en Turquie. Donc, une sorte de promotion par ce biais-là aussi, une sorte de promotion par rapport aux Kurdes qui passera cette fois-ci par l'establishment religieux. L'establishment religieux sera confié en grande partie aux dignitaires religieux kurdes
Ainsi, le mufti de Damas va être traditionnellement un Kurde. Les confréries kurdes vont pouvoir avoir un champ de manœuvre relativement large, vont reconnaître qu'effectivement la nation kurde, de toute façon tout le monde le sait, mais cette promotion d'un islam officiel sunnite contrôlé par l'establishment kurde, par les dignitaires venant de la communauté kurde, sera une sorte de réponse de pouvoir contre les frères musulmans et contre le radicalisme sunnite qui, comme j'ai dit, a pris une dimension extrêmement violente dans les années 80. Et donc, dans les années 80, on a cette situation, voilà, effectivement, on a à la fois une minorité qui est exclue, qui n'est pas reconnue, et de l'autre côté, qui est d'une manière ou d'une autre tolérée, voire en partie intégrée. Et cette intégration et cette exclusion va aussi permettre à l'espace kurde en Syrie de connaître une réelle différenciation interne, par plusieurs biais, par le biais de migration interne. Il y aura des communautés kurdes très importantes à Alep et à Damas. Historiquement, cela a toujours existé, mais cela va s'accélérer. On va avoir une promotion de l'intelligentsia, on va avoir assisté à la formation des classes moyennes kurdes, et on va aussi avoir la formation des partis politiques kurdes. Ces partis politiques kurdes ne seront pas reconnus, mais ces partis politiques kurdes existeront et exerceront d'une manière ou d'une autre une petite présence. Une petite présence à tel point que voilà, on pense qu'il y a 13 ou 14 partis politiques kurdes pour une communauté de 2 250 000 personnes sur voilà, une société de la Syrie est de 22 millions de personnes. Donc voilà. Donc pour une communauté de un peu plus de 2 millions de personnes, 13 ou 14 partis politiques, c'est quelque chose de très significatif. Et ces partis politiques, parmi lesquels le Parti démocratique du Kurdistan ou le Parti d'unité du Kurdistan, qui jouerait un rôle très important, Yekiti, va permettre à des notabilités urbaines kurdes de se confirmer comme kurdes sans être dans une dissidence officielle. La dissidence officielle va avoir lieu à partir de 1999-2000, lorsque Abdullah Öcalan, le leader du PKK, va être expulsé de la Syrie et qui finalement trouvera refuge au Kenya dans l'ambassade de Grèce et qui sera kidnappé dans l'ambassade de Grèce pour être amené en Turquie. Mais la dissidence interne va aussi avoir lieu graduellement parce que à partir de 2000, la Syrie va connaître une période, une demi-décennie de bouleversements assez importants. En 2000, le président Hafez al-Assad est mort. Il est remplacé par son fils. On change même la constitution pour permettre à son fils Bachar al-Assad d'accéder au pouvoir. Selon la constitution syrienne, le président devait avoir 40 ans. À l'époque, Bachar n'avait que 34 ans. Et donc, voilà, on changera la constitution. Et l'apparition de cet homme jeune, éduqué à l'Occident, qui se présente comme moderne, qui a épousé une femme britannico-syrienne qui a aussi l'apparence d'une femme moderne, va susciter énormément d'espoir et on misera sur ce jeune homme pour transformer la Syrie, moderniser la Syrie et en finir avec l'autoritarisme de son père. Et n'oublions pas non plus que Bachar al-Assad a été quand même invité, y compris à Paris, pour parader, pour être présent lors des cérémonies de 14 juillet. Et cela va créer beaucoup d'espoir. Les Kurdes et les Arabes vont commencer à manifester. On va assister à ce qui, à l'époque, s'appelait déjà le printemps de Damas. Ce printemps de Damas va être largement réprimé. Par la suite, à partir de 2002-2003, les partis kurdes, notamment le parti Yekiti, va essayer de manifester, d'organiser des manifestations publiques pour les droits des Kurdes ou les enfants kurdes, etc. Tout ceci, ça va être réprimé.
Et l'ancien autoritarisme va revenir au galop avec beaucoup de brutalité, surtout après l'assassinat de Rafik Hariri, donc l'ancien Premier ministre à Damas. Le processus va devenir très répressif aussi parce qu'en 2003, l'Irak est envahi et la réponse des Kurdes, c'est une jubilation. Les Kurdes vont fêter cet événement. Et de l'autre côté, du côté syrien, effectivement, l'inquiétude règne. Et si la Syrie était la prochaine étape? Et en 2004, vous allez avoir des manifestations monstres dans la ville de Qamishli à la suite d'un match de foot entre l'équipe de Qamishli, qui est la plus grande ville kurde, et l'équipe de Dar ez-Zor, très proche de l'Irak, qui a toujours eu les yeux tournés vers l'Irak, qui porte le deuil de Saddam Hussein, qui n'a pas encore exécuté, mais qui a renforcé. Et donc, ces manifestations vont déclencher une vague de répression qui vont faire une bonne cinquantaine de morts. Et toujours en 2003, va se former un nouveau parti politique, le Pays des Grecs, le Parti de l'Unité démocratique, qui va regrouper les anciens partisans du PKK en Syrie, sous la présidence de Saleh Muslim, qui est un intellectuel éduqué en Turquie. Et ce parti n'est ni séparable du PKK, parce qu'effectivement, sans la dimension, sans la dynamique du PKK et la guerre que le PKK a menée dans les années 80-90, ce parti n'aurait pas pu exister. Et de l'autre côté, totalement irréductible au PKK, parce qu'une bonne partie de ces cadres sont des cadres locaux. Sociologiquement, le parti est un parti local. Et ce parti va graduellement s'imposer, parce qu'il dispose d'une base sociologique propre. Tout à l'heure, j'ai parlé des 13 ou 14 partis politiques kurdes. Une bonne partie de ces partis étaient, je l'avais dit, des notabilités urbaines. Or, le Pays des Grecs, qui va se former en 2003, va représenter une autre base, s'appuyer sur une autre base politique et sociologique, qui est une base sociologique beaucoup plus jeune. Le conflit générationnel apparaît ici très clairement, beaucoup plus intellectuels aussi, mais des intellectuels d'une nouvelle catégorie, d'une nouvelle forme en quelque sorte, qui sont radicalisés, ouverts sur le monde, qui ne vivent pas du tout, disons, l'heure des années 50-60, cette grande heure de la révolution voilà, de la gauche kurdo-arabe. Il y aura aussi une dimension beaucoup plus plébéienne, parce que les catégories, voilà, les couches défavorisées vont pouvoir beaucoup plus facilement se trouver dans ce parti. Et ce parti-là va graduellement s'imposer comme le principal parti, déjà avant la révolution de 2011, mais surtout après la révolution de 2011. Et le parti va aussi être attirant ou attractif idéologiquement. Pourquoi idéologiquement? Parce que le PKK connaît, à partir de 1999, un processus de transformation qui est assez radical. Jusqu'en 1999-2000, le PKK donnait une interprétation, une version plutôt fanonienne du marxisme, alors que à partir de 1999, quand Öcalan est arrêté, il se lance dans une nouvelle période de réflexion, de lecture très intensive, et lit notamment un anarcho-marxiste qui s'appelle Murray Bookchin, un penseur anarcho-marxiste américain, et arrive avec une nouvelle synthèse qui ne trahit pas le socialisme, mais qui redéfinit le socialisme à partir des bases non léninistes et non stalinistes. Une rupture très claire avec la gauche des années 60-70. C'est quoi cette nouvelle synthèse? Eh bien, cette nouvelle synthèse se base sur plusieurs choses. La démocratie radicale, donc renouveler la démocratie, au-delà de la contestation des masses, mais au-delà aussi de la simple représentativité. La critique de l'État, dépasser l'État-nation en mettant en place un principe de représentation directe
et faire de sorte que ces représentations directes agrègent à tous les niveaux jusqu'à déboucher sur une confédération moyen-orientale sans remettre en cause nécessairement les frontières des États. Et ces deux questions-là sont d'ailleurs aussi beaucoup discutées au-delà des cercles de gauche. Je veux dire, quand vous voyez quelqu'un comme Pierre Rosanvallon en France, quand vous voyez quelqu'un comme Dominique Rousseau en France, qui ne sont certainement pas de gauche radicale, voilà, on a l'impression qu'effectivement la critique de la démocratie telle qu'elle existe est assez répandue. Donc voilà, les deux premiers principes, donc la démocratie radicale et la démocratie représentative, et puis le féminisme et l'écologie. Ce discours, effectivement, ne pouvait absolument pas s'adresser aux anciennes élites kurdes ni aux anciennes élites arabes, parce que qui s'identifiaient effectivement à une lutte anti-impérialiste, éventuellement à une lutte de classe, éventuellement prenant le nationalisme kurde ou le nationalisme arabe, etc. Là, vous avez quelque chose de très, très neuf. Et qu'on peut critiquer. Je veux dire, voilà, moi, je ne suis pas nécessairement partisan de cette synthèse, qu'on peut critiquer ou on peut accepter, mais quoi qu'il en soit, avoir à la fois une base sociologique nouvelle et une idéologie en quelque sorte qui correspondent permettra au pays des Grecs de se propulser au devant de la scène. Et je crois que c'est là qu'on arrive à 2011. Et c'est à partir de ce moment-là que ces évolutions en quelque sorte souterraines, qui on ne voyait pas nécessairement avec beaucoup de force, s'imposent comme absolument décisifs. 2011. Alors, il faut dire que la guerre civile syrienne n'a pas commencé, ni la révolution, ni la guerre civile syrienne, n'a pas commencé nécessairement comme une lutte des Kurdes. Les Kurdes ont participé dans un premier temps, mais après, quand vous voyez la chronologie de la révolution syrienne puis la guerre civile syrienne, vous avez l'impression qu'effectivement, plus les acteurs externes sont intervenus, le Liban, le Hezbollah libanais, l'Iran, la Turquie, l'État islamique, la Russie, etc. L'affaire a cessé d'être une affaire syrienne et encore moins une affaire kurde, et en même temps, ça attirait totalement l'espace kurde dans sa totalité. 2011, c'est l'effondrement. Voilà, le régime de Bachar al-Assad est en nu. Mais le régime de Bachar al-Assad a aussi tiré des conséquences de ce qui s'est passé en Tunisie et en Égypte. Et le régime répond à la révolution, à l'attente révolutionnaire, à cette attente démocratique, par deux biais. En premier lieu, en mobilisant l'État paramilitaire, les structures para-étatiques qu'il dispose, qui sont contrôlées en partie par Maher al-Assad, donc le frère de Bachar al-Assad. Et puis, en deuxième lieu, en fragmentant la société. Le régime met énormément de pression sur la communauté alaouite pour obtenir, renouveler la loyauté de la communauté alaouite, et plus la contestation s'arme et devient aussi, se confessionnalise aussi, plus cette logique confessionnelle fonctionne. En deuxième lieu, le régime décide de ne pas utiliser la coercition contre les Kurdes. Contre les chrétiens non plus, mais cela se comprend. Les chrétiens ont peur de toute façon, mais aussi contre les Kurdes pour pouvoir en quelque sorte briser la dynamique horizontale et garder les Kurdes en tant qu'alliés potentiels ou en tant qu'espace de repli si nécessaire. Et en troisième lieu, le régime décide de brutaliser, c'est le mot, l'espace sunnite, donc Hama, Homs, voilà, Alep, là où il y a effectivement la contestation a pris, et là où effectivement la population sunnite est très largement dominante. Et face à cela, effectivement, le mouvement de contestation se confessionnalise aussi avant de connaître une djihadisation assez tardivement avec l'émergence de Al-Qaïda en Syrie, Al-Nusra et l'émergence de l'État islamique. Et c'est là qu'à partir de fin 2011, le pays des Grecs, donc ce parti, comme j'ai dit, qui est fondé en 2003, décide de se retirer de la contestation et propose une troisième voie, qui serait ni la voie
de la contestation armée, ni la voie de l'alliance ou de la coopération avec le régime. Mais pour ce parti-là, à vrai dire, la troisième voie signifie la voie kurde, c'est que les Kurdes ne se retrouvent plus du tout dans l'évolution de la révolution, qui n'est plus une révolution, mais qui est une guerre de plus en plus confessionnelle. Et donc, de se retirer de cette guerre civile signifie aussi de se protéger sans pour autant collaborer avec le régime, en tout cas directement. Donc, c'est dans ce contexte que Salah Muslim revient de l'exil. Il est le fondateur du parti qui était en exil revient de l'exil. Et on entre dans une période d'attentisme. Cette période d'attentisme va se prolonger avec un deuxième événement qui est majeur et qui permettra à ce parti-là de prendre les rênes d'une bonne partie de la région kurde. Ce deuxième événement, c'est les attentats de 18 juillet 2012 à Damas, qui décapitent une bonne partie de l'establishment militaire, du commandement militaire syrien. Le beau-frère de Bachar al-Assad est tué, son frère blessé très gravement. Voilà, il y a des dizaines de commandants de très haut niveau qui sont tués. Et à partir de ce moment-là, le régime de Bachar al-Assad prend une double décision. La première décision, c'est d'utiliser l'aviation. Jusqu'à maintenant, le régime n'utilisait pas l'aviation. Or, en 2012, il a encore 500 appareils. Et ces appareils-là vont être massivement utilisés. C'est quelque chose d'inédit dans l'histoire du pays, ni d'ailleurs, voilà, la guerre civile libanaise n'avait pas été une guerre d'aviation. Donc, à partir d'effectivement 19 juillet 2012, le régime a essentiellement géré la guerre par l'aviation. Et puis, la deuxième décision qui est prise, c'est de se retirer des régions kurdes. Pourquoi de se retirer des régions kurdes? En premier lieu, pour des raisons tout à fait stratégiques, parce que quand on n'arrive pas à contrôler tout son territoire, on mise tout sur la capitale et sur les voies stratégiques, les axes stratégiques. Et c'est ce que le régime fait pour pouvoir se doter d'un espace de repli stratégique et donc ne pas éparpiller ses forces. Et de l'autre côté, de répondre très clairement à la Turquie qui soutient son opposition armée. Donc vraiment rendre la monnaie de sa pièce à la Turquie. La Turquie qui avait espéré de créer une coalition des partis conservateurs issus de l'islamisme entre les frères musulmans syriens libyens, les frères musulmans égyptiens, Ennahda tunisienne et syrienne, et les frères musulmans syriens. Or, la Turquie, cette stratégie de la Turquie de s'imposer comme primus inter pares ne fonctionne pas. En Libye, les frères musulmans perdent les élections. En Égypte, il y a un coup d'État absolument sanglant qui renverse le président frère musulman Morsi. Et en Tunisie, voilà, le parti de Ennahda est obligé de démissionner en 2014 et a accepté l'organisation de nouvelles élections. Il ne reste que la Syrie. Et donc, Erdogan met tout pour renverser le régime de Bachar al-Assad et promet d'aller prier à la mosquée des Omeyyades à la fin de 2012. Cela ne réussit pas et le fait que le régime se retire des régions kurdes qu'il confie en grande partie au pays des Grecs reste en quelque sorte à travers la gorge d'Erdogan. À vrai dire, Erdogan n'avait aucun problème avec les Kurdes syriens. Mais on a l'impression qu'il a mobilisé un peu la même logique que la logique du comité Union et Progrès en 1914, juste avant le génocide des Arméniens. On n'est pas dans un contexte de génocide, mais on est quand même dans un contexte de nettoyage ethnique à très grande échelle. En 1914, le comité Union et Progrès qui est au pouvoir en Turquie, qui a pris le pouvoir par un coup d'État, dit aux Arméniens, nous vous reconnaissons. Non seulement nous vous reconnaissons, nous reconnaissons aussi que nous avons commis des injustices à votre égard.
Mais maintenant que cette reconnaissance a eu lieu, il faudrait que vous vous soumettiez à notre service. Il faudrait que vous deveniez le mercenaire de la nation turque. Alors que le projet arménien consistait à refonder l'Empire ottoman sur des bases égalitaires, sur une base parfaitement démocratique. Et 2014-2015, le discours d'Erdogan par rapport aux Kurdes syriens, puis les Kurdes de Turquie, c'est exactement la même chose. Nous vous reconnaissons, vous avez des droits, mais pas des droits collectifs, mais vous avez des droits. Et nous reconnaissons aussi que nous avons été injustes à votre égard. Mais maintenant que cette reconnaissance a eu lieu, il faudrait que vous vous mettiez au service de la nation turque et sunnite. Et c'est cela qui est refusé, d'abord par les Kurdes en Syrie, ensuite par les Kurdes en Turquie. Et le résultat va être double. En Turquie, Erdogan va se lancer dans une campagne atroce contre les Kurdes. Une demi-douzaine de villes kurdes sera détruite entre 2015 et 2016, puisqu'elles ont mal voté, elles ont voté pour le parti kurde. Et en Syrie, Erdogan va très clairement privilégier la collaboration, la coopération avec les acteurs islamistes. Ainsi, la frontière turque va devenir la frontière du djihadistan. On appelle ça l'autoroute du djihad. Erdogan va autoriser des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui viennent de l'Europe ou du reste du monde arabe à gagner la Syrie pour aller se battre non seulement contre le régime de Bachar al-Assad, mais aussi contre les Kurdes. Et le point d'orgue de cela va être la résistance de Kobané. L'État islamique, effectivement, voulait à tout prix prendre Kobané pour créer une unité territoriale. Et Erdogan va en grande partie laisser faire jusqu'au moment où il n'aura plus de marge de manœuvre et les Américains décideront quand même d'intervenir. Mais donc voilà, effectivement, Kobané va pouvoir résister à un prix absolument atroce de souffrance. Kobané va devenir une sorte de Guernica des Kurdes, mais de Syrie aussi, pas seulement des Kurdes. Et de l'autre côté, le moment Kobané va rester vraiment à travers la gorge d'Erdogan. C'est comme si, voilà, c'était une défaite, et comme si il fallait prendre la revanche de cela. Et donc, on va entrer dans cette logique. On va entrer dans cette logique, mais on va entrer aussi dans une logique d'accélération et de transformation radicale du conflit syrien. Le conflit, en 2011, est un conflit vraiment syrien. Tout de suite après, ça va devenir un conflit iranien, parce que l'Iran va intervenir, va devenir un conflit syro-libanais, parce que le Hezbollah va intervenir pour prendre la ville de Al-Qusayr, mais aussi pour soutenir et voir sauver le régime de Bachar al-Assad. En 2013, vous avez le bombardement chimique sur la Ghouta orientale, et Obama avait promis que les armes chimiques étaient sa ligne rouge, voilà, mais refusera d'intervenir. Tout de suite après, cela va ouvrir la voie à la Russie. La Russie va intervenir à partir de 2015 de manière massive. Et Erdogan, qui était très anti-russe, voire qui avait abattu, son armée avait abattu un avion russe, Erdogan va accuser les Russes de soutenir le régime de Bachar al-Assad et de soutenir les Kurdes, va changer de fusil d'épaule, et à partir de 2016, va cette fois-ci s'engager dans un bras de fer massif avec les États-Unis, qu'il va accuser de soutenir les Kurdes, et va essayer de se rapprocher avec les Russes. Ce rapprochement va avoir lieu, va produire ses effets parce que la Turquie va acheter les S-400 russes, ce qui va provoquer une crise avec les Américains. Et en contrepartie de ce rapprochement, et pour s'aimer la zizanie en quelque sorte entre l'Occident et la Turquie, Poutine va permettre à la Turquie d'intervenir militairement dans la région. Une première intervention dans la région de Al-Bab, Jarablus. Une deuxième intervention, cette fois-ci, ça va être la ville de Afrin, la province d'Afrin, très largement kurde, et qui va devenir d'abord un lieu
bataille entre les groupes djihadistes pour le butin. Après, ça va devenir un djihadistan, ça va devenir l'un des plus grands djihadistans du Moyen-Orient et va aussi devenir le lieu d'une politique de nettoyage ethnique sur 200 000 Kurdes. Aujourd'hui, sans doute, il ne reste que quelques 40-50 000. En contrepartie, la Turquie a installé quelques 400 000 réfugiés arabes qui se trouvaient sur son territoire. Et donc, le deuxième étape, ça va être effectivement l'intervention en Afrin. La troisième étape va être cette fois-ci avec la politique de chantage total auprès de Trump, d'intervenir dans le Rojava, cette fois-ci à l'est de l'Euphrate, sur une bande de 120 km de long, 120 km de long et 30 km de profondeur. Et ce n'est qu'en dernière minute qu'effectivement le président Trump va parvenir à l'arrêter et continuer malgré tout un certain soutien aux Kurdes, mais dont l'unité territoriale désormais, voilà, le lien territorial qu'il y ait Kobané à l'est est totalement brisé. Au milieu, vous avez une deuxième djihadistan. Donc voilà, aujourd'hui, on a l'impression qu'effectivement, la Turquie ne fait que de multiplier ses interventions, créer des petites poches ou des grandes poches de djihadistan qui lui permettent de mener une politique de nettoyage ethnique, d'installer une partie des réfugiés arabes pour pouvoir changer la donne démographique dans la région et de puiser aussi très, très largement dans les forces qui viennent de ces régions-là, des forces arabes, pour créer des forces mercenaires, lesquelles forces mercenaires seront utilisées par la suite en Libye, seront utilisées dans le Haut-Karabakh contre les Arméniens. Et donc, aujourd'hui, on en est là. Donc, effectivement, cette politique de cynisme total de Poutine, cette politique de la lâcheté totale de Trump, qui n'a pas osé, effectivement, de défendre les Kurdes en Syrie, va déboucher sur une sorte de morcellement de territoire kurde. Et cela signifie aussi que désormais, la Syrie est en partie occupée par la Turquie avec la complicité du régime de Poutine qui était intervenu pour le sauver. Je ne sais pas, vous voyez comment la perversité de la chose. Donc, effectivement, sans l'intervention de Poutine, le régime de Bachar al-Assad en 2015 n'aurait pas pu survivre. Et en même temps, en contrepartie de cette intervention, Poutine s'est rapproché de pire ennemi de Bachar al-Assad et pour fragmenter et confier une partie du territoire syrien aux forces turques. Et ces territoires-là sont aujourd'hui de plus en plus intégrés dans l'économie turque. Voilà, c'est la monnaie turque qui est utilisée, la Turquie qui crée des écoles, la Turquie qui impose de plus en plus la langue turque, il y a la poste turque qui assure le service postal, etc. Donc, ce n'est pas uniquement une présence militaire, mais c'est vraiment aussi une présence administrative intégrée. Donc, voilà, ce qui signifie combien le Rojava est aujourd'hui fragilisé. Cette fragilisation ne signifie cependant pas la fin de l'histoire. Pourquoi cela ne signifie pas la fin de l'histoire? Parce que, en premier lieu, les forces kurdes, sans doute aujourd'hui, représentent quelques 40-50 000 personnes. Et ce sont des forces qui mobilisent les hommes et les femmes, parce que les femmes participent énormément à ces forces-là. Le prix que cette force a payé dans la lutte contre l'islamisme le djihadisme a été quand même extrêmement élevé. La lutte contre l'État islamique ne pouvait pas être gagnée sans la présence de ces forces. Et il y a eu sans doute quelques 12 000 victimes, voilà, 12 000 personnes, hommes et femmes qui sont tombés dans cette lutte. Donc, cette force contrôle quelques 20% du territoire syrien aujourd'hui, qui n'est pas entièrement, voilà, une ville comme Raqqa, cette force contrôle avec la collaboration de quelques, voilà, de certaines forces arabes aussi, n'est pas une ville kurde, même s'il y a aussi une présence kurde. Donc, le contrôle, ces 20% de territoire ne sont pas
n'est pas nécessairement exclusivement kurde, mais c'est un territoire qui est contrôlé par ces forces-là. Et donc, toute la question, c'est de savoir que va-t-il passer maintenant. C'est là qu'effectivement, c'est pour ça que j'avais intitulé mon intervention entre inquiétude et espoir. Ce qui va se passer, bien sûr, on ne le sait pas. On ne le sait pas parce qu'on ne sait pas quel sera l'avenir des rapports entre la Turquie et la Russie. Jusqu'où la Russie va accepter de maintenir cette politique totalement cynique, consistant à confier une partie de la Syrie à la Turquie. Là, je vous rappelle tout simplement ce qu'il disait la Boétie, Étienne de la Boétie, dans sa servitude volontaire. Étienne de la Boétie disait que les méchants entre eux peuvent devenir des complices, mais jamais des amis. Et on voit qu'effectivement, entre la Turquie et la Russie, l'histoire de la coopération en Syrie, c'est une histoire de meurtres entre amis, des petits meurtres entre amis. Il y a des bombardements russes ou syriennes qui sont presque incessantes sur les forces turques ou sur leurs alliés. Et de l'autre côté, on préserve les apparences, mais derrière ces apparences-là, le conflit est très réel. Et puis, on ne sait pas non plus qu'est-ce qui va se passer avec les Américains. Voilà, effectivement, je pense qu'avec l'arrivée au pouvoir de Biden, beaucoup de choses ont changé. Sous l'administration Trump, il n'y avait plus d'administration. Voilà, il y avait la présidence Trump, mais est-ce qu'il y avait encore une administration américaine? Cela n'est absolument pas. Voilà, j'avais l'impression qu'effectivement l'Amérique de Trump était devenu un bateau ivre. Et les chantages de la Turquie fonctionnaient très bien. Il suffit de lire ce que John Bolton, l'ancien conseiller au Conseil national de sécurité américain, écrit dans ses mémoires. Voilà, Erdogan appelait et Trump disait d'accord. Erdogan pouvait appeler Trump tous les jours s'il le voulait. Alors que là, ça fait 60 jours qu'Erdogan attend l'appel de Biden et Biden ne l'a pas appelé. Donc, quelle sera la politique américaine? Sans doute, les Américains ne vont pas mettre trop de pression sur la Turquie pour des raisons multiples, pour maintenir les liens entre la Turquie et Washington, pour maintenir les liens entre l'OTAN et Washington. Mais de l'autre côté, on peut aussi penser qu'ils ne seront pas dans une politique de capitulation totale par rapport à Erdogan ou ne se soumettront pas à ces chantages. Et donc, cela peut effectivement apporter aux Kurdes une chance historique qui consiste effectivement à survivre déjà, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un contexte de survie plutôt que dans un contexte voilà, de construction, de réalisation d'un projet. On est vraiment un peu comme l'Espagne entre 36 et 39, mais cela pourrait permettre aussi peut-être au Rojava de devenir le lieu d'une opposition démocratique syrienne d'une manière générale, pas uniquement kurde, mais syrienne, parce que n'oublions pas que dans cette évolution, l'opposition syrienne démocratique a été totalement trahie, lâchée, abandonnée par l'Occident, par tout le monde. Et aujourd'hui, effectivement, il faudrait quand même créer un espace pour cette opposition. Donc, une chance. Et une chance d'autant plus qu'il y a la situation en Turquie aujourd'hui est absolument dramatique économiquement déjà. Politiquement, le pays est de toute façon, là aussi, on peut parler d'un bateau ivre. Il y a énormément de conflits avec l'Europe, la question de la Libye, la question de la Méditerranée orientale. Donc, tout ceci va intervenir d'une manière ou d'une autre sur le terrain, sans qu'on le sache pour le moment comment, quel sera effectivement le sort de Rojava dans les années 2020. Donc, impossible de prévoir, mais en même temps, on sait que le Rojava, pour le moment, a survécu. En 2012-2013, les Kurdes syriens pensaient qu'ils allaient devenir l'Athènes du Moyen-Orient. Ça veut dire où la violence sera interdite en interne, où il y aura l'agora, les questions politiques seront discutées et réglées dans l'agora. Quelques années après, ils ont été obligés de devenir le Sparte du Moyen-Orient. Le Sparte, ça veut dire une société militarisée et surmilitarisée. Il faudrait à un moment donné effectivement sortir de cette surmilitarisation, mais pour cela, il faudrait qu'il y ait une pacification de la Syrie. Quelle pacification pour la Syrie on peut l'envisager
surtout que si le régime voilà, visiblement va survivre, et rien n'indique que le régime va devenir autre chose qu'une dictature militaire d'une très grande brutalité. Voilà, le modèle kurde, est-ce qu'il va pouvoir réussir? J'ai dit, bon, le modèle kurde se basait sur la démocratie radicale, la représentation directe, hein, le féminisme et l'écologie. Est-ce que ce modèle va pouvoir s'institutionnaliser? Est-ce que ce modèle va pouvoir permettre la création de dissensus, l'autorisation de dissensus? Parce que pour qu'un modèle démocratique soit vraiment démocratique, il faudrait qu'il y ait à la fois le consensus, mais aussi le dissensus. Ça veut dire la conflictualité interne. Est-ce que cette conflictualité interne va pouvoir être produite? Est-ce que, voilà, il y a encore 10 ans, on pouvait traduire le kurde politique en arabe politique et l'arabe politique en kurde politique? Parce que voilà, dire que l'attente démocratique pour la Syrie, la démocratie pour la Syrie, l'autonomie pour le Kurdistan éventuellement, etc., c'était des choses qui pouvaient passer. Or, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un problème de traduisibilité. L'arabe politique syrien n'est plus du tout traduisible en kurde politique, et le kurde politique, avec voilà, son imaginaire écologique, féministe, de démocratie radicale, ne fait absolument pas sens, alors que la Syrie, comme société, a été meurtrie, a été tuée. Donc voilà, est-ce que la Syrie va pouvoir demain sortir de cette évolution? Donc je pense que par rapport à tout ceci, on a vraiment une sorte d'indéterminé, on est entré dans un indéterminé, et dans cet indéterminé, comme j'ai dit, bon, la Turquie aujourd'hui se trouve vraiment dans une crise extrêmement grave. La Russie se trouve dans une crise de sens. La Russie a gagné, certes, en Syrie, mais que faire de cette victoire? Comment se projeter dans l'avenir comme une superpuissance? Cette victoire ne suffira pas pour transformer la Russie en une superpuissance dans l'avenir. En interne comme en externe, la Russie a connu, effectivement, le poutinisme a connu son heure de gloire, quelle sera dans les années 2020. L'Iran est dans une situation extrêmement grave. Donc voilà, dans cette situation, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'Europe va peser et est-ce que l'Amérique de Biden va être un peu moins un bateau ivre que l'administration à laquelle il succède. Donc voilà, j'étais un peu long, mais je m'arrête là pour vous remercier déjà de votre écoute et pour me mettre à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup, Hamid, pour cette conférence très instructive, très riche et très dense. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus directement dans le micro? Est-ce qu'il ne fonctionne pas? Si, mais on vous entend assez mal. Ah, je vais me rapprocher. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette conférence très riche, très dense et très éclairante sur la question kurde. Je regrette que votre conférence soit virtuelle, mais j'espère, et nous avons l'espoir de vous inviter en présentiel, ici même à Lyon, pour une autre conférence sur la question, puisque nous apprenons beaucoup de choses chaque fois que vous intervenez, et nous avons bon espoir de vous inviter pour une autre conférence sur la question kurde au Moyen-Orient, qui continue d'être une question d'actualité et qui présente un intérêt indéniable. Donc, nous allons prendre peut-être des questions. Monique, est-ce qu'on peut prendre 2 ou 3 questions et puis… Oui, tout à fait. Oui. Les gens peuvent… bon, en général, on peut utiliser l'icône réaction pour lever la main, mais on peut aussi ouvrir son micro et poser la question ou bien écrire la question dans le chat. D'accord. Ceux qui veulent prendre la parole et poser la question à Hamid Bouzarslan, ils s'inscrivent ou ils interviennent. Hamid prendra 2 ou 3 questions et puis il répondra. Alors qui se lance le premier? Je peux me lancer. Alors, je peux poser une question qui est peut-être un peu naïve. C'est de savoir si les Kurdes
font un petit peu dans un sens où si on assiste à la même erreur qu'au départ, je crois que c'était le traité de Versailles et le traité de Sèvres, et entre les deux, on a accordé quelque chose, l'Europe a accordé quelque chose aux Kurdes, et l'ont repris sans s'expliquer, sans rien dire, et sans explication officielle, hein, ça s'est fait comme ça, une sorte de coup fourré. Et si on voit maintenant les Kurdes qui ont fait confiance à l'Ouest et aux Américains, surtout, et dans la même sorte de coup fourré, on les a laissés tomber. Et je me demande s'il y a une conscience, et, enfin, je pense qu'il doit y avoir une conscience de cette stratégie un petit peu chez les Kurdes, et s'ils l'adressent, et qu'est-ce qu'ils en pensent. On peut prendre aussi peut-être la question de Jalil Zandé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors. Merci, professeur, pour votre conférence. En fait, j'ai la question par rapport d'abord la question kurde. J'avais la question par rapport à l'impact de la question kurde en fait sur la relation Iran-Turc. Vous avez parlé vous amenez beaucoup de variables par rapport de situation de la Turquie, mais personnellement, je pense en fait la Turquie, le seul objectif d'intervention de Turquie ces dernières années, c'était le sujet, les Kurdes. Donc, d'une certaine manière, la Turquie arrivait à ça. Ça veut dire empêcher le développement d'espaces kurdes comme vous présentez, ou empêcher les Kurdes d'avoir un certain statut en Syrie. Jusqu'à ce moment-là, ça veut dire la Turquie ou le gouvernement turc est prêt pour sacrifier toutes les oppositions à condition d'empêcher les Kurdes d'avancer. Par rapport de rapprochement avec la Russie, avec l'Iran aussi, je vois de certaine manière, c'est ça. Par exemple, en 2011, il y avait le clivage, développement de clivage et divergence avec les politiques iraniennes, malgré les rapprochements économiques qui a augmenté, croisé énormément. Donc, je me demande jusqu'à quel niveau la question kurde peut impacter la relation Iran-Turc, ou jusqu'à quel niveau vraiment la Turquie après sacrifice. Est-ce que je suis sur un bon chemin quand je dis sacrifier les autres à condition d'empêcher le développement de la question kurde? D'accord, merci. Oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Je vois une question à l'écran. Peut-être que je répondrai d'abord à ces trois questions. Donc, concernant la première question, à vrai dire, je pense que les Kurdes ne pensaient absolument pas pouvoir être dans cette situation, ni pour le meilleur, ni pour le pire, en 2011-2012. En quelque sorte, effectivement, le fait que le régime se retire des villes kurdes, c'était déjà en soi quelque chose de totalement inattendu. Voilà, donc on a l'impression que c'est l'histoire qui a improvisé la situation. Voilà, l'histoire dans son imprévisibilité qui a improvisé cette situation. Et après, je pense qu'effectivement, ils ne pouvaient pas du tout s'imaginer qu'un jour, ils affronteraient un ennemi qui s'appellerait l'État islamique. C'était totalement hors de cadre de pensée des Kurdes. Les Kurdes avaient beaucoup à faire avec les États, pour le meilleur et pour le pire, souvent pour le pire. Savaient comment faire avec les États, mais tout d'un coup qu'il y a un autre acteur qui émerge, qui est militant, qui est radical, qui conteste aussi les frontières et qui veut absolument, voilà, qui peut mettre en place une politique génocidaire, comme on a vu à propos des Yézidis, etc. Ça, c'était déjà un premier choc. Et un deuxième choc, c'était que, par exemple, pour les Kurdes, ils n'ont vraiment pas compris pourquoi la négociation avec la Turquie n'était pas facile. Voilà, ils n'étaient absolument pas dans une position anti-turque. Et donc, du coup, je crois qu'effectivement, ils ont été obligés de répondre à la situation par des tactiques, sans avoir une stratégie à long terme. Et je ne crois pas qu'il y a aujourd'hui encore une stratégie à long terme. Et je pense qu'effectivement, ils ont parfaitement compris, avec la trahison de Trump, combien
le soutien que les Américains pourront apporter peut être fragile. Donc, ils le savent. Et en même temps, ils savent aussi que peut-être le temps peut jouer à leur faveur, non pas pour créer un Kurdistan, certainement pas. De toute façon, voilà, ce n'est pas leur objectif non plus. Je veux dire, ils ont écarté cette hypothèse de créer un Kurdistan syrien qui serait autonome ou qui serait indépendant. Autonome, oui, mais indépendant, certainement pas. De remettre en cause des frontières, ils l'ont aussi écarté. L'hypothèse de l'État-nation kurde, ils y sont opposés. Donc, comme j'ai dit, effectivement, c'est beaucoup plus une autonomie locale, une intégration dans le cadre syrien d'une Syrie qui serait transformée, radicalement transformée. Ça ne va pas au-delà. Et voilà, effectivement, pourquoi la Turquie s'est opposée, par exemple, pour eux, ils n'ont pas compris. Et donc, aujourd'hui, peut-être que le contexte est très différent de le contexte des années 1920, de la sortie de la guerre, parce que, voilà, effectivement, il y avait la promesse ou le projet de créer un Kurdistan qui ne sera pas totalement unifié, mais quand même, voilà, qui sera un État, qui aura une indépendance. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. Et donc, est-ce que les Américains vont de nouveau abandonner les Kurdes? C'est des questions voilà, auxquelles on ne peut absolument pas répondre. Mais je pense que la conscience est là. La conscience est là. Et on sait que demain, si un tel risque existait, eh bien, il n'aurait pas d'autre choix que d'aller capituler devant Bachar al-Assad. Je vois, merci beaucoup. Concernant la deuxième question, là aussi, je mentionnerai une fois de plus la Boétie et ce que la Boétie disait. Les méchants entre eux ne peuvent pas devenir amis, ils peuvent devenir des complices. Aujourd'hui, on sait que cette complicité existe, mais n'oublions pas que de 2011 à 2015-2016, la Turquie et l'Iran étaient pratiquement en guerre ouverte. Froide, mais quand même ouverte, déclarée. Les déclarations d'Erdogan sur l'Iran à cette période-là, juste rappelez-les, le chiisme, le nationalisme chiite, le nationalisme persan. Donc, il y avait une crise absolument impressionnante pendant 5 ans. Et après, s'il y a eu ce rapprochement, c'est parce qu'en partie, il y avait le cynisme de la part de la Russie, en partie parce que l'Iran était totalement aux abois et reste aux abois, en partie parce que la Turquie était aux abois. N'oublions pas aussi que les 3 pays, la Turquie et la Russie et l'Iran, ont quand même pensent effectivement qu'ils ont une mission historique, que leur nation a une mission historique, que cette mission historique consiste à dominer le monde pour lui apporter la civilisation, pour lui apporter l'idée de l'État, l'harmonie, mais pour cela, il faudrait reconnaître la supériorité de sa nation et que cette mission historique a été entravée par les puissances impérialistes, par les ennemis de l'intérieur et par l'aliénation des élites. Donc, ce projet de restaurer la nation dans sa grandeur et dans sa puissance, dans sa pureté ontologique, existe dans les 3 pays. Et donc, on a vu un rapprochement que je dirais plutôt tactique, mais en même temps qui inclut aussi une dimension profondément anti-occidentale entre les 3 pays. Est-ce que ce rapprochement va continuer dans l'avenir? C'est très, très, très difficile de savoir. Si demain, le rapport entre les États-Unis et l'Iran changer de nature, si l'Iran était un peu plus intégré dans l'histoire voilà, dans la relation internationale, voilà, la situation peut totalement changer. N'oublions pas que le régime iranien est à la fois un régime qui se veut toujours comme révolutionnaire. Voilà, c'est comme si effectivement le régime, la République ne peut pas exister sans la révolution, nous rappelle constamment Khamenei, et de l'autre côté, vous avez l'impression que l'Iran n'a absolument pas d'autre stratégie dans la région qu'une stratégie milicienne qui consiste à confessionnaliser la région. Et donc, est-ce que cette stratégie va pouvoir se poursuivre dans l'avenir? C'est très, très difficile. On voit voilà, ce qui se passe aujourd'hui en Irak et au Liban. Vous avez une révolte, une situation de révolte, de contestation ouverte depuis fin 2019 dans les 2 pays. Il y a un rejet de l'Iran au sein des communautés chiites dans les 2 pays. Le régime est vieillissant en Iran. Khamenei est vieillissant. Est-ce que si Raïssi le remplace, Ibrahim Raïssi le remplace, est-ce qu'il va pouvoir avoir autant de légitimité? Donc l'Iran peut être vraiment l'Iran peut nous réserver des surprises demain. Je ne sais pas quel type de surprise, je ne suis pas très optimiste, ce n'est pas ça que je vais dire, mais en même temps, on a l'impression que vraiment on est arrivé au bout d'un cycle,
un cycle qui a quand même duré, depuis la mort de Khomeini jusqu'à nos jours, a duré quand même 32 ans. Est-ce que cela va pouvoir continuer? Et les transformations internes en Iran pourraient aussi influencer les changements qu'on peut avoir dans la relation entre la Turquie et l'Iran. Mais voilà, pour revenir, pour résumer, je crois que non, les rapports entre eux ont été détestables de 2011 à 2015, et dans l'avenir, on peut de nouveau avoir une période de conflit assez grande, voilà, assez prononcée entre les deux. Et puis, il y avait une troisième question sur... non, il y a visiblement d'autres questions, mais je lis d'abord le troisième. Voilà, je réponds à la troisième question. Qu'est-ce qui sera, si Erdogan devait tomber, est-ce que la stratégie turque dans la région va continuer? C'est très difficile à répondre. D'une, Erdogan n'est pas encore prêt à tomber. Hein, donc voilà, de ce point de vue-là, ne soyons pas très optimistes. La crise est là, mais Erdogan pourrait utiliser aussi la crise un peu comme une ressource politique, la démobilisation, la fatigue sociale. Il y a une énorme fatigue sociale en Turquie. Et donc, on a l'impression qu'aujourd'hui, la démobilisation sert plutôt à Erdogan que le dessert. La crise économique est là, mais bon, on sait que beaucoup de régimes peuvent résister à la crise économique. Il faudrait voir si le soutien des classes moyennes turco-sunnites se poursuit ou non dans l'avenir. N'oublions pas aussi qu'Erdogan est capable d'une énorme brutalité, hein, donc, y compris dans le contournement des règles démocratiques. Aujourd'hui, le système est très largement présidentialisé, donc on n'en est pas encore là. Mais après, effectivement, si jamais il devait perdre le pouvoir, quel sera l'avenir dans l'avenir la politique turque de la Syrie? Je n'ai pas de réponse. Ça dépendra beaucoup de l'évolution interne de la Syrie. Comme j'ai dit, ça dépendra beaucoup de l'évolution des politiques iraniennes. Ça dépendra beaucoup des politiques américaines. Ça dépendra beaucoup aussi des rapports internes en Turquie. Et pour le moment, on a l'impression que l'une des forces d'Erdogan, c'est la disparition totale de l'opposition. L'opposition existe, selon les sondages, aurait même la majorité désormais, mais de l'autre côté, dès qu'on parle de la question nationale, les questions voilà, de la politique étrangère, l'opposition n'ose pas dire un seul mot. Une partie de cette opposition est très anti-kurde. Le parti qui s'appelle le Bon Parti est un parti de droite radicale, est très anti-kurde. Et l'autre parti, la partie majoritaire, qui vient de mi-kémaliste, mi-social-démocrate, n'est pas nécessairement pro-kurde, et dès qu'on parle voilà, des intérêts de la nation turque à l'étranger, ce parti se tait. Donc voilà, est-ce que l'opposition va pouvoir vraiment devenir une opposition démocratique pour s'imposer, pour prendre la partie des Kurdes, des droits des Kurdes? On n'en est pas encore là, et donc je crois que la question kurde en Syrie et la question kurde en Turquie sont de toute façon très liées. La politique que la Turquie adopte à l'égard de l'une et de l'autre est très liée. Donc voilà, je n'ai pas de réponse. Alors, il y a Akram qui souhaite poser une question. Je vois, bonsoir monsieur, selon vous, quelle est la lecture que les cadres dirigeants font actuellement de la situation? Est-ce qu'il vous peut prendre plutôt la parole parce que j'arrive pas à manier? Sinon, il y a Akram qui souhaite vous poser une question. Oui, non, je vais répondre à cette question-là d'abord. D'accord. Je pense que la lecture qui est proposée aujourd'hui, voilà, je pense que sans doute il y a beaucoup de lectures plurielles, mais surtout on est en face des lectures qui sont déterminées par le contexte et qui ne peuvent pas compter sur le temps long. Quand vous êtes dans une situation dans une telle situation d'incertitude, il est extrêmement difficile de vous projeter dans l'avenir et de penser stratégique. Et donc, du coup, la lecture que les acteurs kurdes aujourd'hui font de Rojava n'est pas du tout la lecture qu'ils faisaient, par exemple, il y a un an, il y a un an et demi. Il y a un an et demi, on discutait, voilà, est-ce que les Kurdes vont intégrer l'armée syrienne, ça veut dire l'armée de Bachar al-Assad, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution contre la Turquie. Voilà, quels sont les rapports avec la Turquie, mais quels sont les rapports aussi, par exemple, avec les Kurdes irakiens. Il y a 2 ou 3 mois, on était dans une conflictualité très dense. Aujourd'hui, de nouveau, il y a des mécanismes
des mécanismes d'arbitrage et de négociation qui sont mis en place. Donc, vraiment, on est dans la contextualité pure. Et ce qui est impressionnant de voir dans le cadre de la Syrie, on est dans cette contextualité pure depuis 2011. Le conflit syrien change de nature tous les 6 mois, tous les 9 mois, etc. Et donc, du coup, les acteurs n'ont absolument pas la possibilité de développer un discours continu dans le temps, de tirer des conséquences de leurs expériences passées dans le présent et d'utiliser le présent comme un moyen d'investissement de projection dans l'avenir. Et donc, vous êtes en face de cette fracture du temps, de cette brisure de temps, cette condamnation à vivre dans le temps immédiat, dans le temps présent. Donc voilà, c'est un peu la réponse que je pourrais dire, de donner, et c'est ce que je vois, voilà, effectivement, dès que je lis les acteurs, voilà, de la presse kurde syrienne, etc., j'ai l'impression que, voilà, on agit, mais on agit inévitablement dans le présent, ou alors on agit dans le domaine culturel, on agit dans le domaine qui est lourd, qui est militaire, qui exige effectivement une institutionnalisation, mais même l'institutionnalisation se fait dans la précarité, inévitablement dans la précarité. Il y avait une petite question plus haut qui sont peut-être faciles à répondre de Joël sur la situation de comment se situe l'Union européenne par rapport à tout ça. Oui, après il est à Akram. Eh bien, l'Union européenne se situe par son absence. Malheureusement. Dans l'Union européenne, il y avait juste Macron qui bougeait quand la Turquie était le plus agressif, mais l'Allemagne ne l'a pas suivi. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y aura pas de sanctions contre la Turquie lors de sommet à venir, je crois c'est demain ou après-demain, parce que Merkel s'y oppose en espérant donner encore une chance à la diplomatie. En 2015-2016, lorsque Merkel était très menacée par cette histoire d'immigration, parce qu'il y avait 1 million d'immigrés qui s'acheminaient vers l'Allemagne. La Turquie était très claire pour la Turquie de l'époque, c'était un Erdogan de l'époque. La Première Guerre mondiale n'étant pas terminée, il faut déverser des millions de réfugiés sur l'Europe. Et là, personne n'a soutenu Merkel. Donc, on a l'impression qu'effectivement, il y a une carence ontologique européenne qui s'observe dans tous les domaines, y compris dans ce domaine-là. Il y a bien entendu énormément de sympathie pour les Kurdes syriens dans tous les pays européens. Je ne vois pas une seule classe politique, ni même un parti politique, quelle que soit la couleur, qui soit pro-Erdogan. Et de l'autre côté, au moment des faits, on a l'impression qu'il y a une paralysie quand même qui est massive. Donc, voilà, comment l'Europe va pouvoir surmonter ça? Parce qu'après, de critiquer les Américains en disant mais pourquoi les Américains ne sont pas là, qu'est-ce qu'ils font, etc., c'est très facile. Mais qu'est-ce que l'Europe? Et l'Europe, voilà. En plus, n'oublions pas aussi qu'il y a eu la période post-2015, donc Charlie Hebdo, les attentats, etc. Donc, une sorte déjà de capitulation devant Bachar al-Assad. Et puis, bon, cette capitulation devant Bachar al-Assad a créé aussi une sorte de fatigue par rapport à la Syrie d'une manière générale et par rapport au monde aussi, peut-être d'une manière générale. Oui, Akram voulait prendre... Akram, oui, allez. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention très riche. On apprend beaucoup de choses. Je rejoins Taher et je vous souhaite aussi joyeuse Nowruz pour le fait qu'il... Merci. Et Akram, mettez la caméra. Hein. Oui, je regarde mes affaires. Alors, ma question est simple. D'abord, que vous parlez souvent de l'unité de symboles pan-kurdes qui unifie les Kurdes, c'est le drapeau, l'hymne national, une lecture de l'histoire imaginaire comme celle qui a été proposée par Benedict Anderson. Ça veut dire qu'ils s'appartiennent à la civilisation ancienne des Midés, tout cet imaginaire avec un hymne national, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des intellectuels de l'intelligentsia kurde comparable à ce qu'on peut trouver dans le panarabisme, nier complètement une certaine réalité, comme c'est aussi le panarabisme qui peut unifier quelque chose en oubliant le berbère, les Kurdes et d'autres ethnies. Continuer de vendre ce projet avec le morcellement que vous connaissez entre 4 pays, iranienne, turque, irakienne et syrienne. Et je vous demande aussi un deuxième, est-ce que vous connaissez la thèse de Mohammed Jamal Baroud? C'est un Syrien qui a écrit un ouvrage énorme
de 1000 pages sur la région de justement le Jazira Souria, c'est celui là où il y a les Kurdes et les Arabes, entre le Qamishli et le Deir ez-Zor. Il reprend un peu l'historique de naissance de ces villes en disant qu'en Syrie, il y a ce qu'on appelle les Kurdes de l'intérieur. Ils sont plus anciens. Vous avez cité les ministres. Mohamed Kurd, c'est lui qui a pris la décision d'ailleurs d'installer les ceintures arabes. Il était kurde, hein, paradoxalement. Même il remonte à Salah ad-Din. Et celle qui est aussi une zone de région qui a été vidée à un moment, qui a été complètement abandonnée par les Ottomans et par un grand projet des Français d'installer des grands projets économiques, de chemin de fer, etc. Il y a des petites villes qui sont nées. Donc, sur la revendication de population, c'est assez mitigé. Il n'appartient ni aux Arabes ni aux Kurdes parce que ça a été complètement vidé à un moment par les climats, par l'histoire. Ça, c'est aussi il appuie énormément aussi sur le lien entre le projet juif pour installer certains Palestiniens. Je ne sais pas si cette histoire, elle est vérifiable. Disons que c'était une zone libre où il y a un projet d'exporter un peu la question palestinienne. Notamment, il y avait la collaboration, les années 70, qui restait en collaboration entre l'État d'Israël et les Kurdes, qui restait un goût amer. Ça, c'est juste une dernière remarque. Je suis d'accord avec vous sur l'avant-gardisme pour toutes les démocrates syriens. J'ai assisté à beaucoup de réunions entre le reste de l'opposition syrienne démocratique et les Kurdes. Ils sont très fiers de ce qui se passe au Rojava. J'ai envie de demander la question, est-ce que ce n'est pas assez romantique comme vision? Parce que les conseils locaux, malgré tout ce qu'ils peuvent faire dans une situation de guerre, ils sont vus par les Arabes de le Raqqa, des Azores, comme un parti stalinien. On apprend le kurde. Ils réussissent pas vraiment très bien avec l'épidémie corona qui fait ravage. Enfin, j'ai plus de difficultés à imaginer avec ce que vous appelez aussi la décivilisation de l'espace et le temps syrien. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le morcellement, etc. Si le temps se permet, j'aurai d'autres questions, mais je vous remercie déjà beaucoup à ce temps. Merci beaucoup de ces questions-là. Il y en avait 3. Donc, je répondrai très brièvement aux 3 questions. Bon, la première question, c'est alors, les Arabes voulaient un État, ils en ont eu 22. Les Kurdes voulaient un État, ils en ont eu 0. Donc, voilà. Après, il faut demander à la population, voilà, de toute façon, je pense qu'on ne peut pas imposer un État. Il faut demander à la population quelle sorte elles veulent pour elles. Hein. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'elles veulent un État? Est-ce qu'elles ne veulent pas un État? Est-ce qu'elles veulent un statut administratif, un statut fédératif? Une chose est certaine, cela ne concerne pas le Kurdistan irakien où la demande d'indépendance est très, très, très forte. Mais au Kurdistan de Turquie, au Kurdistan syrien et au Kurdistan iranien, aujourd'hui, l'option indépendantiste n'est pas du tout évoquée. Au contraire, comme j'ai dit, il y a cette évolution vers la critique de l'État-nation. Et donc, effectivement, lire l'histoire du 19e, 20e siècle, hein, comme l'histoire de la brutalité, ça veut dire brutalisation, de la violence, des guerres incessantes, etc. Et donc, de sortir de cette logique d'État-nation. Voilà. Après, c'est au cœur de décider le moment venu qui c'est qu'il voudrait. Mais disons que la pensée politique kurde aujourd'hui, dominante ou mainstream, grande tendance, serait de ce côté-là. Et cela m'amène à votre 3e question. Je reviendrai sur la 2e question après. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de romantisme dans mon discours? Non. Parce que, voilà, comme j'ai dit, on peut adhérer à ce projet ou ne pas adhérer à ce projet. Une chose est certaine, dans ma perception de la démocratie exige 2 principes contradictoires, le consensus, ça veut dire toute entité est territorialisée, institutionnalisée, doit se gérer voilà, à partir de certaines règles, un état de droit. Ces règles peuvent être transformées, modifiées par la suite, etc. L'état de droit lui-même évolue. Donc, c'est le consensus. Et de l'autre côté, le dissensus, la conflictualité interne. C'est pour ça que j'avais conclu aussi un peu sur cette conflictualité interne. La conflictualité interne, c'est la conflictualité politique, c'est la conflictualité de génération. Voilà. Sans le dissensus, le risque est inévitablement le totalitarisme. Et je pense que dans la perspective que j'ai, le projet de démocratie représentative
ne répond pas à cette exigence de double principe contradictoire. Ni dans le Rojava, ni dans la pensée politique. Je veux dire, pas uniquement pas uniquement dans le Rojava. Voilà, parce que cette question de représentation directe, démocratie radicale directe, est discutée aussi pas mal en Europe. Mais voilà, comment combiner et le consensus et le dissensus? Je crois que la pensée politique doit réfléchir à cela, et les expériences qui ont lieu sur le terrain doivent penser à cela. Est-ce que les Kurdes pourront aujourd'hui le faire au Rojava? Certainement pas, parce qu'on est dans le régime de survie. Voilà. Prenez les anarchistes espagnols de 36-39, qui ont été obligés déjà d'accepter le principe de hiérarchie et d'organisation. Est-ce que l'anarchisme pouvait fonctionner dans l'Espagne de 36-39? Non, non pas parce que le modèle n'était pas éventuellement adéquat, mais tout simplement parce que c'était le régime de survie. Donc la question aujourd'hui, je dirais, c'est de comment sortir de ce régime de survie. Une fois qu'on est sorti de ce régime de survie, voilà, effectivement, il faudrait se poser la question, s'exposer à la réalité, à l'épreuve. Et l'épreuve de la démocratie, c'est l'épreuve de la conflictualité de dissensus. Et concernant votre troisième question qui concerne Kobané, parce que l'histoire de chemin de fer, c'est Kobané, hein, donc voilà. Bien sûr, Kobané, au 19e siècle, avait peut-être quelques centaines d'habitants, n'était pas une ville. Le nom de Kobané viendrait de compagnie, voilà, en tout cas selon le mythe, hein, voilà, compagnie de chemin de fer. On sait que le 19e siècle ottoman est un siècle d'extrême transformation démographique. Parce qu'il y a le chemin de fer, mais pas que le chemin de fer. Parce qu'il y a des déplacements de population. Parce qu'il y a des politiques de réinstallation. Parce qu'il y a énormément de facteurs. Et n'oublions pas aussi qu'il y a eu le génocide de 1915. Voilà, le génocide a islamisé les territoires de l'Est de la Turquie actuelle, mais ça veut dire effectivement qu'il y a kurdifié aussi. Donc, comment prendre en considération tout ceci? C'est qu'à un moment donné, il faudrait dire, voilà, effectivement, on va pas se battre pour un mètre carré de terrain, etc. Donc, il faudrait qu'on trouve, on ne va pas être ni dans une généalogie qui montrerait qui est le principal, le premier occupant, parce que dans ce cas-là, ce ne sera certainement pas les Arabes en Égypte, ni d'ailleurs en Algérie, ni dire qu'effectivement, l'histoire doit cesser de devenir une arme de guerre. Voilà, l'histoire exige l'érudition, la reconnaissance des faits. Comme j'ai dit, effectivement, Kobané n'est kurde que depuis depuis la deuxième moitié du 19e siècle. Mais Kobané n'est kurde depuis la deuxième moitié du 19e siècle. Pourquoi? Parce que Kobané n'est ville que depuis cette période-là. Où on sait, par exemple, bon, je veux dire là, ce n'est même pas un secret de polichinelle. Dans la Jazira, il y a des Kurdes anciens. Et puis après, la création de la Turquie et la répression de 1925 en Turquie a poussé beaucoup de confréries, beaucoup de tribus à traverser la frontière. Est-ce qu'ils sont... C'est des tribus internes ou des tribus externes? Un an avant, on n'aurait pas posé la question. En 1922, on n'aura pas posé la question. En 1925, la question devient centrale. Et donc, quand vous prenez la tribu de Heverkan, par exemple, hein, qui a traversé la frontière, tout simplement parce qu'il y avait le risque de la mort, mais de l'autre côté, il y avait la moitié de la tribu qui était déjà de l'autre côté. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, il faudrait savoir penser en termes de moratoire. Il faudrait penser en termes d'hommage à Chronos, dieu de temps institué. Et à ce Chronos, Erdogan répond par Kairos, le dieu de moment opportun, le dieu de la volonté brutale. Donc, il faudrait qu'on sorte de ce culte rendu à Kairos pour rendre hommage à Chronos, le dieu de temps institué, et donc penser en termes de moratoire. Oui, c'est un débat stérile mais ça revient malheureusement. Pardon, un peu plus fort, Akram.
C'est un débat stérile, oui, j'assiste à beaucoup de conflits dans ces réunions de l'opposition et que malheureusement, c'est une question qui revient et je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un moratoire, un moment à faire et que la survie aujourd'hui, c'est sauver le reste de la Syrie, c'est vraiment sauvable parce qu'il y a un moment où il faut ouvrir le débat et de discuter de l'avenir. Je suis tout à fait d'accord, mais c'est assez compliqué. Mais merci beaucoup. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Oui. Alors, je crois qu'il y a 2 ans, on avait invité un ancien professeur à l'université d'université en Syrie, qui est maintenant un réfugié à Lyon, qui est contre Bachar. Et du coup, à la fin de la conférence, alors moi, je lui ai posé la question sur, bien sûr, sur le rôle des Kurdes, sur la présence des Kurdes en Syrie, et je lui dis qu'est-ce qu'il pense. Et alors moi, ça m'a vraiment étonné, enfin ça m'a étonné, dans un sens aussi, ça m'a pas étonné. Alors, il m'a dit, oui, bien sûr, on est pour, en Syrie, on est pour que tout le monde vive ensemble, voilà, les Kurdes, ils doivent vivre ensemble, tout ça. Mais je lui dis, est-ce que, bien sûr, les Kurdes ont le droit de pratiquer leur langue, de s'organiser, ah non, non, pourquoi une deuxième langue en plus? Non, non, non. Alors j'étais étonné alors que c'est quelqu'un qui est un réfugié, qui était contre Bachar, qui était prof à l'université. Voilà, ça m'a vraiment étonné. Du coup, vous qui connaissez bien les intellectuels du monde arabe, et notamment dans cette région-là, est-ce qu'il y a vraiment une ouverture d'esprit sur ces questions-là, sur ces questions des droits des peuples de cette région-là, d'avoir leur propre langue, leurs propres institutions, d'enseigner leur langue, de la parler normalement. Est-ce que, moi j'ai l'impression que, alors voilà, nous on le voit aussi en Afrique du Nord, hein, sur la question berbère, et malheureusement il y a peu d'intellectuels, arabes, qu'on appelle souvent nous bassistes, qui ont pris des positions fortes sur ces questions-là. Voilà. Non, je pense que vous avez raison. Alors, au début des années 2000, il y avait quelques 50 intellectuels arabes qui avaient signé une pétition pour les droits des Kurdes. Donc, voilà, effectivement, que ce soit en Syrie, en Irak, en Égypte, dans le Golfe, etc., vous avez quand même aussi des intellectuels qui sont dans cette lignée. Mais pour le reste, non, je pense qu'effectivement, il y a un problème avec la pensée politique arabe du XXe siècle, je souligne bien le XXe siècle, c'est que cette pensée politique a été en grande partie formée, non pas pendant la Nahda, mais après la Nahda, entre les 2 guerres mondiales, avec un impact quand même très net qu'il faut reconnaître de la droite radicale, droite nationaliste européenne de l'époque, cette idée que la société doit être un corps organique, la nation est un corps organique, le darwinisme social, la quête de l'unité, la perception de la démocratie ou de la pluralité d'une manière générale comme une piège tendu à la nation, tout ceci est très très largement répandu. Et quand on est passé dans les années 50, cette fois-ci à l'ère de la gauche, j'ai l'impression qu'effectivement la gauche n'a pas remis en cause ces éléments-là, les a tout simplement coloriés, pas de manière instrumentale, c'est pas ça que je veux dire, mais voilà, mais cette quête de la nation comme corps organique n'a pas été abandonnée. Donc, l'islamisme n'a fait que perpétuer et radicaliser encore cette perception. Et donc, je crois qu'effectivement, là, il y a vraiment un problème dans la pensée politique arabe, au-delà peut-être du monde musulman. Et donc, peut-être c'est à ce niveau-là qu'il faudrait agir aussi. Mais voilà, vous avez raison sur ça. Et puis, je vois qu'il y avait une question par rapport aux associations religieuses turques.
voilà, désormais, on dispose quand même d'énormément de choses, de données sur les associations religieuses turques, qui sont souvent de droite radicale ou ultra-djihadistes, très largement encadrées par l'État turc. Il y a eu 2 ou 3 choses qui m'ont frappé et qui ont été d'ailleurs relativement rendues publiques, mais qui sont restées assez sans réponse. Le premier, c'était les gamins de 7-8 ans qui paradaient en uniforme dans une mosquée avec des kalachnikovs en bois, prêtant le serment de devenir des martyrs de la nation turque, puisque la nation turque ne reconnaît pas la souveraineté, le gouvernement turc, le pouvoir turc, ne reconnaît pas la souveraineté de l'État d'accueil sur ses ressortissants. Et donc, effectivement, cette préparation de soi à devenir martyr, devenir le soldat de djihad, c'était quand même quelque chose d'absolument impressionnant. Et puis, un deuxième point qui était très important aussi, qui a été filmé, un imam qui raconte aux gamins que ceux qui écoutent la musique vont se réincarner soit en porc, soit en rat. Ce qui pose un double problème, un problème théologique, parce que dans l'islam sunnite, la théorie de réincarnation est considérée comme un grand péché. L'islam sunnite aborde cette théorie. Il y a eu quand même beaucoup de morts dans la lutte contre cette doctrine. Et puis en deuxième lieu, les principes d'une société démocratique, je ne dis même pas la République, mais les principes de la Respublica démocratique, voilà. Et tout ceci est passé quand même totalement inaperçu. Et de l'autre côté, voilà, le PKK est considéré comme une organisation terroriste, et donc du coup, au grand plaisir de la Turquie, et on n'hésite pas du tout à arrêter des militants qui seraient proches du PKK, mais le reste, ça passe parfaitement. Là aussi, on voit le manque de courage des sociétés démocratiques. Oui, pardon, avant de vous libérer, je crois qu'on a fait un peu le tour, mais j'aimerais bien vous poser une ou deux questions, mais vraiment de détail. La première, c'est je voudrais savoir, est-ce que les Kurdes de Turquie ou de Syrie sont de rite chaféite ou de rite hanifite? La deuxième question, elle concerne un peu la question de l'État-nation. À partir du moment où la question kurde ne se pose plus en termes d'État-nation, est-ce qu'elle ne renvoie pas à la question de l'autochtonie, d'abord, et non pas à une question de minorité? Deuxième chose, est-ce qu'elle ne révèle pas, la question kurde ne révèle pas une difficulté de toutes ces sociétés qu'on appelle les sociétés d'islam à fonctionner, à se concevoir dans l'altérité, à refuser l'altérité et à la combattre quand elle s'exprime à l'intérieur même de la société. C'est le cas des Yézidis, c'est le cas des Coptes en Égypte, c'est le cas des chrétiens d'Orient, c'est le cas de la question berbère au Maghreb. Là où il y a une autochtonie, là où il y a une altérité, ces sociétés ont beaucoup de difficultés à l'accepter et à la concevoir. Et je vous remercie. Oui. Alors, concernant la première question, oui, les Kurdes sont chafites. Les Kurdes sunnites sont chafites. Merci. Il y a très peu de proches kurdes sunnites hanéfites. Mais voilà, je crois qu'effectivement, la très grande majorité, c'est quand même chafite. Après, vous avez des Kurdes alévis, les Kurdes chiites, les Kurdes yézidis, mais ça, c'est une autre chose. Sur la deuxième question, vous avez absolument raison. Et tout à l'heure, voilà, on m'a demandé si, Akram m'a demandé si je n'étais pas dans un trop grand romantisme. Et là, je reviens un peu à ça. Bien sûr, potentiellement, ça peut renvoyer à l'authenticité. Et potentiellement, ça peut renvoyer aussi à cette idée de mère nature. Et c'est pour ça qu'effectivement, ces théories-là sont quand même très favorablement perçues par les mouvements indigénistes en Amérique du Sud, notamment au Mexique, les zapatistes, etc. Parce qu'effectivement, voilà, ça vous ancre dans la terre. Et cela pose un problème, bien sûr, parce que voilà, la société démocratique ne peut pas être dans l'authenticité. La société démocratique est inévitablement la société de la mobilité, de la réinvention de soi,
de l'aliénation inévitablement, de transformation de ces conditions, et l'authenticité ne peut rien garantir dans ce cas-là. Donc, il faudrait, la société démocratique, c'est précisément à la limite la préservation de la démocratie, de l'authenticité sous forme de folklore, et encore qu'on sait, voilà, parce qu'on a lu Béla Bartók, que le folklore authentique n'existe pas non plus. Donc, même là, il y a une pluralité, il y a une complexité. On sait que le folklore est issu de la mobilité. Voilà, que ce soit les proverbes, que ce soit les mythes, que ce soit les légendes, que ce soit les chansons, tout ceci, ça circule, et ça a beaucoup circulé. Donc, ce qu'on appelle l'authenticité elle-même est la conséquence de ce qui n'est pas authentique, précisément. Voilà. Et puis, bon, potentiellement, ça ne pose pas aujourd'hui, cela ne se pose pas dans le cas kurde aujourd'hui, cette question d'altérité, bien sûr. Voilà. Et effectivement, quand je disais tout à l'heure, quand j'évoquais tout à l'heure cette idée de société organique, nation comme corps organique, la nation comme corps, le soi comme corps. Parce que potentiellement, cela peut amener à ce que l'individu n'existe pas, ça veut dire que le citoyen n'existe pas, que l'individu est considéré comme une cellule, et qu'après, on peut évoquer l'idée de l'éradication des cellules cancéreuses dans la nation. Et là, je n'invente rien, hein, je veux dire, je cite un général égyptien en disant que les cellules cancéreuses dans la nation, en parlant des frères musulmans, il ne sont que 3 millions, on peut les éradiquer. 3 millions, on peut les éradiquer. Donc voilà. Non, non, je pense que là, il faudrait une pensée, si on envisage une démocratie radicale doit précisément porter sur ces questions et sur la critique de cette culture politique qui n'est pas nécessairement la culture politique islamique. Hein. Je veux dire, voilà, la culture politique islamique n'est pas d'une culture de masse. La culture politique islamique qui a été formée entre le 7e et le 10e siècle se basait sur le fait que le peuple était le troupeau, le ra'aya, et que le politique ne relevait que des élites. Hein. Voilà. Alors que désormais, on est dans cette exigence de culture de masse, de transformer la société, de ne pas percevoir la société comme un troupeau, mais comme un corps organique. Et là, c'est la voie ouverte, effectivement, à énormément de brutalité. C'est le régime de Saddam Hussein, c'est les opérations d'armes chimiques, c'est la destruction de Hamas, c'est la politique qu'aujourd'hui Erdogan mène dans la ville de Afrin. Voilà, c'est effectivement potentiellement, ça a des conséquences potentiellement génocidaires. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a plus de questions. Je vous renouvelle mes remerciements. J'espère vous avoir pouvoir vous inviter après cette pandémie ici avec nos amis de Forcem. Et ça sera un vrai plaisir d'avoir cet échange de nouveau avec vous sur cette question qui nous interpelle et qui renvoie aux questions que vous avez évoquées, la question de la démocratie, le respect de l'autre, etc., les impuretés, sur le plan culturel, éviter un peu cette question d'authenticité qui est très dangereuse, très, très dangereuse. Merci, avec un grand plaisir. Merci beaucoup, Hamid. Merci infiniment. À bientôt. Et je vous remercie vous tous Merci à vous tous. de participer à cet échange. Merci. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.